Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine. L'actualité est marquée par le bombardement des camps des déplacés au quartier Lac-Vert et Mugunga à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. D'après les gouverneurs militaires qui a dressé le bilan provisoire, il s'agit de 14 morts et 35 personnes blessées à l'issue de cette attaque rebelle. À Kinshasa, le gouvernement annonce une riposte proportionnelle. Que doit-on attendre de cette annonce du gouvernement? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est encore et toujours les dossiers lampadaires et forages qui continuent de défrayer la chronique. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, interdit de quitter le territoire national, a saisi le Conseil d'État pour attaquer la décision prise par le procureur général près la Cour de cassation. Est-ce que toute la lumière sera-t-elle faite dans le cadre de ces dossiers? Nous en parlons également dans cette émission. Le dossier Mike Mukebai a repris. La première audience s'est tenue le 3 mai dernier et aux dernières nouvelles, le tribunal a sollicité ou le ministère public a sollicité une remise jusqu'au 10 mai. Pourquoi continue de détenir Mukebai en prison? Nous en parlons sur ce plateau avec l'un de ses disciples qui s'appelle Marley Vouvou. Bienvenue. Merci cher Hervé, merci à toute l'équipe technique et à tous les fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision et au DG Peter Diane. Comment allez-vous? Je vais très bien physiquement, mais pas trop bien mentalement. Très bien habillé, belle chemise, belle cravate. On s'est débrouillé. ça sent l'opposition bourgeoise. Non, ce n'est pas de l'opposition bourgeoise. D'ailleurs, l'opposition n'existait plus au Congo, il faut le dire. Ah bon? Oui, il y a maintenant la résistance, parce que toutes les erreurs. N'est-ce pas un jeu de concepts, opposition, résistance? Non, je vais vous expliquer. Toutes les erreurs du régime, du janvier, depuis que le second mandat a commencé. Parce qu'aujourd'hui, c'était un pont pour l'opposition, si cela existait, pour mettre en mal ces régimes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand tu sais qu'il parle du changement constitutionnel en France, c'est un élément. C'est un combat qui devait directement porter l'opposition. Parce que maintenant c'est clair, ça sortait des acolytes, maintenant c'est lui-même le chef de file qui l'a dit. Non, mais est-ce que il condamne même la Constitution, il dit la Constitution l'a mis en retard pour former le gouvernement. Je ne sais pas, il y a quel lien. Donc vous avez la majorité dans toutes les chambres délibérantes, vous avez des gouverneurs dans toutes les provinces. Aujourd'hui, ce n'est plus Kabila, ce n'est plus l'Ukraine, ce n'est plus la Covid, cette fois-ci, maintenant, c'est la Constitution. Donc, Tshisekedi, chaque jour, il veut démontrer face aux Congolais qu'il est vraiment le premier Adam de nous tous. Mais pourquoi pensez-vous directement au prolongement du mandat du président de la République quand celui-ci parle de la révision constitutionnelle? Non, parce que c'est ce qu'il pense. La réalité, c'est que Tshisekedi a le souci de s'éterniser au pouvoir. Il vous l'a dit. Mais ils ont une constitution. Ils ont tenté avec des ballons de Seimbata, Profondaïwel. Mais si la constitution ne cadre pas avec nos réalités, est-ce qu'il est interdit à la classe politique de réfléchir afin de la réviser? Quelle réalité? Vous parlez de quelle réalité? Est-ce que c'est la constitution qui demande à Tshisekedi de ne pas mettre en place un gouvernement? Est-ce que c'est la constitution qui demande à Tshisekedi de ne pas mieux payer le militaire? Il n'y a pas que ça, il y a le régime politique. Le régime politique fait quoi? Il a la majorité et le régime est favorable à lui. Il a la majorité. Il a la majorité. Ce régime constitutionnellement établi au Congo est favorable aujourd'hui à Tshisekedi. C'est les 728 députés provinciaux. Tshisekedi a 690. Si les 500 députés nationaux, il n'y a que 33 de l'opposition. Si les 2800 et quelques conseillers municipaux, tu sais qu'il y a 2794. Alors, est-ce que cette constitution est défavorable à lui? Au vu de toutes ces réalités, tous ces chiffres que je viens de mettre sur cette table? Non. Dire plutôt que tu sais qu'il est porté d'aucune vision. Et il souffre d'une maladie, la manque de leadership. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il a commencé par nous brandir. C'est Kabila et l'FCC qui bloquaient. Après, c'était la Covid. Après, c'était maintenant. C'était la guerre de l'Ukraine. Aujourd'hui, il prend prétexte sur la Constitution.
Aujourd'hui, il prend prétexte sous la Constitution. Maintenant, il que soit Tshisekedi. Cette Constitution l'empêche de voyager. Quand il prend les officiels de la République, il va les reléguer, il met en première position ses enfants, les officiels relégués. Mais ce n'est pas lui, c'est le protocole qui organise. Les présidents devant lui, mais devant qui? Mais bien sûr. Mais devant lui. Imaginez-vous que vous étiez patron de cette chaîne. Vous trouvez cette caméra dehors. Donc parce que ce n'est pas vous le directeur des informations, ni le directeur du programme, vous ne posez aucune question. Ce n'est pas les mêmes contextes. C'est quoi le contexte? Donc il n'avait pas le droit de poser la question. Donc tout ce que ces gens-là font, sans mettre le président de la République au courant. Très bien. Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi se comporte comme si la République c'était une avenue. Et quand vous prenez le comportement de Tshisekedi, il ne peut même pas être chef de riz. Regarde, il est là devant Macron. Il crie ici. Il crie ici. Il ne faut pas suivre les chaînes occidentales parce que ce sont des impérialistes qui sont en complicité, les capitalistes sont en complicité avec le Rwanda. Mais lorsqu'il va chercher à devenir actionnaire chez TV5, ce n'est pas une chaîne des impérialistes. Quand il laisse Macron, quand il dit maintenant qu'il va compter sur Macron, sur la France cesse de soutenir le Rwanda aujourd'hui. Quand devant lui, Macron dit que nous allons même faire tout pour que les hostilités cessent. Mais avant tout, nous devons cartographier les zones minières congolaises. Quelle était la réponse du président? Donc quand il dit non, devant cette réalité face à Macron, c'est-à-dire qu'il a accepté indirectement qu'il a cédé nos minéraux. Parce que par quel mécanisme et par quel droit la France va cartographier les zones minières congolaises? Le minerai, c'est une question de souveraineté. Le changement constitutionnel est une question de souveraineté. Il fallait ouvrir la balle ici, le débat doit être lancé ici. Sur le changement constitutionnel, ce n'est pas la constitution française. Et vous allez remarquer une chose. À chaque fois que Tshisekedi décide de donner coup à la République, il le fait toujours à l'étranger. On l'arrête. François Tshisekedi n'était pas au pays. Chériba Okende assassiné, Tshisekedi n'était pas au pays. On arrête Sani Boujaki, Tshisekedi n'était pas au pays. On arrête Bisselele, Ferrotina, Tshisekedi n'était pas au pays. On ouvre un registre d'informations contre les cardinals, Tshisekedi n'était pas au pays. Derrière, il demande au cardinal de démontrer ses propos devant la justice. Mais quand est-ce que Tshisekedi va démontrer ses propos? Lorsque Tshisekedi avait dit qu'il ne voit pas comment le Rwanda, Kagame, par quelle motivation Kagame va attaquer le Congo, c'est plutôt le FDLR qui met à mal le régime de Kigali. Il va le démontrer quand? Il va le démontrer quand? Quand Tshisekedi avait dit à Kagame que nous allons échanger les réfugiés une fois au pouvoir, il parlait de quels réfugiés? Il peut le prouver lui, Tshisekedi, aujourd'hui. Le Congo a combien de réfugiés au Rwanda? Merci beaucoup. Donc, il doit cesser d'être Adam. Il doit cesser de jeter le propre ou son échec aux autres. Il doit être responsable. Très bien. Il est le responsable de la République. Il a accepté d'être le garant. Il doit porter le fardeau. Qu'il cesse. Sinon, un jour, nous allons conclure qu'on a eu un vide au sommet de l'État. Merci beaucoup. On va parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo avec ces nouveaux drames qui a frappé nos compatriotes, des gens qui s'étaient réfugiés d'ailleurs dans des camps de déplacés mais qui ont été victimes d'un bombardement. D'après le gouverneur militaire, il s'agit de 14 morts et 35 blessés. Un événement qui survient au lendemain de la rencontre entre Félix Tshisekedi et le président français Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut conclure que cette action menée par les rebelles a eu pour objectif de saboter les accords ou la rencontre entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron? À chaque fois qu'il y a un massacre, le M23 massacre, à chaque fois que le M23 massacre les Congolais, Tshisekedi n'a jamais été au pays. Kishiché, il était à Addis Abeba. Le camp des réfugiés, il était en France. Lorsqu'il discute Congo, mais il était en France en train de parler avec Emmanuel Macron, on tue ici. J'ai vu des gens tweeter
Il a dit qu'il va écourter le jour de son voyage pour rentrer vite parce qu'il y a urgence. Il est rentré au pays depuis hier, semble-t-il. Selon ce que je vis sur les réseaux sociaux, si c'est la vraie, c'est catastrophique. On dit il a assisté dans une fête d'anniversaire de sa fille Fanny. Je ne confirme pas, j'ai dit ce que je vis dans les réseaux sociaux. Au moins, il est rentré au pays. Si cela est vrai, c'est encore grave. Parce qu'il y a un adage qui dit, on ne fête pas lorsque ça brille chez les voisins. Mais là, ça brille chez nous. Chez lui. Il ne peut pas aller dans une fête. Alors, est-ce qu'il y a corrélation entre les faits? Le président qui va rencontrer son homologue français et un jour après, c'est... Mais c'est un message. Dire que ta fameuse diplomatie, entre guillemets, agissante ou agonisante, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est le terrain. Avant de voyager, avant que Tshisekedi puisse voyager, la cité de Roubaïa était passée entre les mains des rebelles. Il voyage, il laisse cette situation. Il évoque les questions sécuritaires. On massacre les réfugiés, les déplacés de guerre. Donc c'est un message. C'est un message qui veut dire nous ne l'avons pas reculé. Nous on continue notre chemin. Vous continuez de voyager, continuez à faire votre entre guillemets diplomatie agonisante. Mais nous sommes focus sur notre objectif. Alors au retour, que pense le régime de Kinshasa? Une riposte proportionnelle sera organisée dans les jours qui viennent. C'est automatique. C'était quoi l'opportunité de dévoiler cela en public? Mais parce qu'ils ne vont pas le faire. C'est un message pour faire dormir la population. Ça fait partie des stratégies militaires. On n'annonce pas. On n'annonce pas. On surprend. Mais là, ils ont annoncé. Donc l'ennemi se prépare. Ils ont dit à l'ennemi, préparez-vous, nous allons vous attaquer. Et l'ennemi prend des dispositions. Ils peuvent aussi se dissimuler au sein de la population. Alors vous bombardez votre propre population. Ça ne s'annonce pas. Il y a des mécanismes pour identifier des zones occupées et leur cantonnement. Et vous allez répondre. Et il est dit, c'est le VPM en charge de l'intérieur. Pourquoi ne pas laisser cette tâche aux militaires? Est-ce qu'il sait d'abord qu'il est VPM de l'intérieur? S'il le sait, il sait d'abord pourquoi il est là. Quelles sont ses prérogatives? Ce n'est pas à lui. Lui, il est le politique qui gère au nom du gouvernement. Mais il y a des techniciens de sécurité. Est-ce qu'il y a eu une réunion sécuritaire? Est-ce qu'il a eu d'abord à convoquer une réunion? Parce que j'ai vu, quand il faisait cette déclaration, il était en compagnie avec la ministre d'État en charge des portefeuilles. Que veut faire dans cette affaire le ministre des portefeuilles? Donc ce n'était ni l'occasion, ni l'auditoire pour faire de telles déclarations. Ce qui démontre qu'il y a légèreté dans le traitement de cette question. On devait avoir une réunion de crise sécuritaire. Mais qui devait convoquer cette réunion? Est-ce Sama Lukonde qui est sortant? Est-ce Madame Judith? Ça pose aussi problème. On a pratiquement deux premiers ministres. Maintenant, vous nous donnez raison. Vous me donnez raison le pourquoi de ma requête à la Cour constitutionnelle. Voilà maintenant les dilemmes. Même pas le Premier ministre, même celui, le ministre en charge de l'Intérieur. Est-ce qu'il le président était en déplacement? Alors qui doit convoquer? Est-ce que lui-même là, dans sa posture actuelle, il peut convoquer ça? Il peut convoquer une telle réunion? Non. Voilà maintenant là où la République est. Est-ce que c'est la faute à la Constitution? Est-ce que c'est la faute à la Constitution ou à un manque d'intelligence en termes de gestion? On a dit ici, la Belgique a été gérée pendant une année par les secrétaires généraux des ministres, des secteurs de l'État. Ils sont élus députés. La Constitution parle de l'incompatibilité. La Constitution n'interdit pas le cumul. Mais la Constitution interdit, la Constitution est contre l'incompatibilité. Voilà maintenant là où nous sommes. Pourtant, la Cour constitutionnelle a été claire dans son arrêt. Mais non, s'il faut parce qu'on doit convoquer le ministre FPM à la défense et à l'intérieur pour des explications devant les élus. Peter Kazan sera convoqué comme qui? Député ou FPM à l'intérieur. Voilà la République sous Tshisekedi.
Voilà l'intelligence du régime fasciste. Posons-nous la question parce que c'est grave. Le VPM de l'intérieur doit des explications aux Congolais par l'intermédiaire de leurs représentants. Mais là, lui-même est aussi député national. On va convoquer qui? Même par des commissions parlementaires, on va convoquer qui? On va les convoquer comme honorable ou comme excellence? Alors, 14 blessés et plutôt 14 morts, 35 D'abord, blessés. je fais parfois pas de bilan. Pas de deuil national, seulement un communiqué du gouvernement qui condamne les Congolais ne représentent rien. Les actes. Les Congolais ne représentent rien. Nous sommes des papiers devant entre guillemets, dirigeants. Si c'était Magoufouli, on allait décréter un deuil national ici. On a massacré à Kishiche, il n'y a pas eu deuil national. On a massacré, entre guillemets, les Ouazalendo au mois d'août 2023 à Goma. Il n'y a pas eu deuil national. Il y a eu 2-3 faux procès qui n'ont jamais pris fin. Donc on ne représente rien. Nos propres dirigeants ne nous respectent pas, ne nous considèrent pas. Parce que tout de suite, on devait commencer par décréter un deuil national. Parce que le pays, c'est comme une famille. Lorsque dans une famille, il y a perte en vie humaine, même d'un seul membre, il y a deuil. Mais la question, est-ce que c'était opportun? Il y avait vraiment opportunité de s'attaquer aux démunis. Ces gens-là sont déjà des sans-abri. Nous plairons chaque jour pour leur prise en charge normale. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'habitation, pas de nourriture. Vous tirez sur eux. Et les rebelles ont violé les droits internationaux. Voilà. Le droit international a été violé devant tout le monde. Mais comment maintenant l'État congolais, est-ce que l'État congolais a la capacité de saisir l'opportunité pour faire mal, pour parler le droit international? Jusqu'à quand nous allons continuer à subir? On a attaqué. Pas seulement les rebelles se sont permis même d'attaquer l'aéroport de Goma, un domaine de souveraineté. Mais est-ce que vous avez attendu ces garçons de Mouyaya ouvrir sa bouche? C'est lui le porte-parole du gouvernement. Mais là, il n'y a plus de briefing parce qu'il n'y a pas 100 000 $ comme sous Nicolas Razadi. Là, maintenant, il commence à répondre. Il était en déplacement, certainement aujourd'hui ou demain, il va réunir la presse. Monsieur Hervé, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Mais le gouvernement a signé un communiqué qui condamne la... Vraiment, vous trouvez ça sérieux? Depuis que Tshisekedi est là, tout ce que les Congos subit, la réponse du gouvernement, ce sont des communiqués. Et cette maladie, le régime Tshisekedi a contaminé même notre armée. L'armée est dans des communiqués, dans des points de presse. Les services de sécurité sont dans des points de presse, dans des communiqués. Alors que le peuple sur le terrain se sent toujours en insécurité. Sur le terrain, le peuple se sent toujours en insécurité. Mais de l'autre côté, on est dans des communiqués. Mais comment le président peut donner réponse si, sur les 120 jours, je parle de son second mandat, sur les 120 jours, tu sais qu'il n'a même pas passé 40 nuits au Congo. Il n'a même pas passé 40 nuits au Congo. Imagine que le président, le 16 février 2024, il était à Addis Abeba. Le 24 février, le président était à Windhoek. Le 27 février, le président était à Luanda. Le 28 février, le président était à Bruxelles. Le 1er mars, le président était à Antalya, Turquie. Le 4 mars, le président était à Doha. Le 9 mars, le président était à Malabo. Le 23 mars, le président était à Lusaka. Le 27 mars, le président était à Lomé. Le 27 mars, le président était à Nouakchott, Mauritanie. Le 7 avril, le président avait pris une destination inconnue. Le 26 avril, le président était à Dar es Salaam, à Tanzanie. Le 28 avril, le président était à Berlin. Le 29 avril, le président était à Paris, jusqu'aujourd'hui. Donc, sur les 120 jours passés au pouvoir, le président n'a même pas passé 40 nuits au pays. Comment le pays va être dirigé? Il est à la recherche des solutions aux problèmes des Congolais. Donc, c'est un président visitaire.
C'est un président visitaire. Tu sais que M. Félix Tshisekedi n'habite pas le Congo. Alors, une maison que vous n'habitez pas, vous ne serez jamais capable de donner des réponses au problème de cette maison. Tshisekedi ne connaît pas le Congo parce qu'il n'habite pas le Congo. Ça, c'est le bilan de voyage du président de la République, rien que dans 4 mois. Rien que pour 4 mois. 14 voyages. Très bien. Alors, donc, la solution ne viendra pas avec Tshisekedi, parce que tu sais que Tshisekedi fait partie du... La solution viendra de qui? De la population congolaise. Hervé. Qu'est-ce que cette population doit faire? Nous devons nous prendre. Cette population déjà martyrisée, cette population... Mais justement, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui est sous-payée. La douleur que nous subissons, la pauvreté que nous subissons, le manque d'électricité, le manque d'eau potable, le manque d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, de centres de... Nous manquons de tout. Le manque de transport, ce qui se passe à Kinshasa actuellement, c'est catastrophique. Je vais citer par là. Le manque de tout ce que nous subissons, c'est un élément de motivation pour assumer notre révolte. Parce que lorsque vous êtes conscient de votre situation, c'est là que vous aurez la motivation de travailler afin de sortir de la situation. Si vous êtes pauvre et que vous ne réalisez pas que vous êtes pauvre, vous resterez dans l'ignorance. C'est une occasion, c'est là que j'appelle les Congolais. Cette classe politique ne va pas nous sauver. Cette classe politique ne va pas sauver les Congos. Nous avons une classe politique désassujettie. Vous voyez comment Félix se comporte. Ici, il nous demande d'être contre la France. Mais là, il dit il compte sur la France. Donc il y a contradiction, il y a le jour et la nuit. Pourtant, on a brûlé même les ambassades ici. Voilà. Le régime a même utilisé la force du progrès. Aujourd'hui, le roi paye le prix de ces événements contre les ambassades occidentales. Mais le président dit qu'il compte sur la France. Il demande même à la France de cartographier nos minéraux. Non, Hervé. Si le peuple n'assume pas sa révolte, je vous dis, croyez-moi, nous allons disparaître. Parce que les gens ne font pas attention. Les asilés que la Grande-Bretagne veut déverser au Rwanda, ils ne vont pas venir pour habiter le Rwanda. Le Congo maintenant, les auteurs, ceux qui ont pensé la balkanisation du Congo, refusent de mourir sans réaliser leurs rêves. Vous allez être d'accord avec moi. Avant la 30e commémoration du génocide rwandais, le Conseil de sécurité était contre. Que la Grande-Bretagne puisse déverser les exilés ou les immigrés au Rwanda. Le Parlement britannique lui-même était aussi contre. Le Parlement européen, plusieurs, les gens, même en international, les gens ont évoqué les droits internationaux, le droit d'asile, tout ça, pour dire que c'était contre. On ne peut pas prendre les exilés ou les asilés politiques et les jeter dans un pays à conflit. Parce que le Rwanda, c'est un pays en conflit. Contre les deux tribus qui existent au Rwanda, les Hutus et les Tutsis, il y a un conflit dans la sous-région, donc on ne peut pas envoyer ces gens-là dans un pays pareil. Très bien. Mais, après le 30e anniversaire de la commémoration du génocide rwandais, le don a changé. Et le Conseil de sécurité a accepté, le Parlement britannique a accepté, le Parlement européen s'est tué. Tout parlementaire ou homme politique européen qui étaient contre, ils ont changé leur point de vue. Donc, nous ne faisons pas attention. Très bien. On risque de subir la réalité de la Yougoslavie. Il existait, dans le globe terrestre, il existait un territoire appelé Yougoslavie. À cause des réfugiés, à cause de l'hospitalité de la Yougoslavie, aujourd'hui, ces territoires n'existent plus. Merci beaucoup. Donc, l'État congolais n'a plus besoin de pleurnicher, d'aller pleurer comme des bébés. Ils n'ont qu'à trouver des solutions, des mécanismes pour sécuriser notre frontière. Au cas contraire, le peuple va assumer sa révolte. Mais ce n'est pas seulement ça là-bas. Mais regarde ici à Kinshasa.
La commune de la Gombe est habitée par qui? Il n'y a que des expatriés. Exactement. 80, les immeubles que vous voyez, ce ne sont pas les immeubles des Congolais. Les soirs, quand vous êtes sur boulevard Tchatchi, il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. Alors, personne ne connaît la durée des contrats fonciers que ces gens-là détiennent. Ils ont maintenant quitté la Gombe, ils achètent même dans la cité. Exact. Personne ne contrôle. L'État congolais ne publie pas des contrats. Ni dans le journal officiel, ni nulle part. Un jour, ils vont nous dire, la balkanisation, on fait plus attention à l'Est, mais ça peut commencer. On est petit à petit assiégé. Assiégé. On est en train de nous concentrer dans un seul coin. Et on se laisse encercler comme ça. Nous demandons au régime Tshisekedi de publier contrat parcellaire, contrat foncier, immeuble par immeuble, durée de contrat, parce que c'est un risque. Les gens ne font pas attention. Nous sommes ailleurs. Imaginez-vous qu'un Libanais richissime achète à Bumbu. Vous trouvez ça sérieux? Ils sont partout, à Matete, à Lemba, ils sont Et partout. savez-vous comment est-ce qu'ils achètent? Ils achètent par Fox. Vous n'avez pas envie de vendre votre parcelle, une parcelle qui peut coûter, avec une valeur marchande de 100 000 $, ils achètent à 500 000, 600 000. Il n'y a pas moyen de refuser, vous craquez. Et lorsqu'il va mener les documents chez les conservateurs ici, on leur donne des contrats fonciers à longue durée. Et que le peuple est ignorant. Merci. Donc, il y a 1001 raisons pour les Congolais d'assumer les révoltes. Et je vais continuer à leur dire qu'on parlait comme Thomas Sankara. L'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on le s'apitoie sur son sort. Très bien. Cet esclave répondra celle de son malheur s'il fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Vous devez comprendre que seule la lutte libère. Alors, que devons-nous attendre de cette annonce du gouvernement qui promet une riposte proportionnelle, mais aussi des contacts diplomatiques qui ont été pris par le chef de l'État lors de son récent voyage à travers l'Occident? Savez-vous ce qu'on appelle la diplomatie agissante? C'est d'abord convaincre vos partenaires. Il a convaincu la France à... Non, c'est la France qui a poussé le Rwanda. La France qui a convaincu Tshisekedi à cesser de soutenir les rebelles. Avec quelles conditions? De cartographier nos zones minières. C'est ça convaincre? Selon vous vraiment? Lorsque vous envoyez devant le Parlement européen, vous envoyez Eliezer Tamboué Jean-Marie Loukoulas, même la qualité des personnes envoyées... Encadré par le professeur Mbata. J'ai dit, hein, même la qualité des personnes envoyées pose problème. Même la représentation congolaise, dans de grandes messes au niveau mondial, pose problème. On envoie qui pour représenter les Congo? Eliezer, Jean-Marie Loukoulassi. Par exemple, Eliezer, c'est à peine qu'il vient d'apprendre à écrire son propre nom, il va maintenant aller représenter le pays. C'est un problème. Tu sais que M. Félix Tshisekedi était le président de l'Union africaine. Il a convaincu qui? Il était là. Il avait l'occasion. Il dirigeait l'Afrique. Il a dirigé toute l'Afrique pendant une année. Il a convaincu qui? Ah ben vous le savez bien que l'Union africaine n'a pas un pouvoir décisionnel sur les États. Non. Mais lorsque l'Union européenne demandait à la Cour constitutionnelle congolaise de ne pas publier... C'est Kagame. Mais au nom de l'Union européenne, parce que... Dans sa malignité. Dans ces documents-là, il n'y avait pas le logo Rwanda. C'était le logo de l'Union africaine. Donc, on peut dire ici, c'était une décision concertée au niveau africain. Sinon, d'autres présidents africains, ils allaient contester les documents. Mais personne n'a contesté. Tu sais qu'il n'a pas convaincu un État président de l'Union africaine. Non, bref, il n'y a rien. Il vient d'être le président de la SADC. Il n'a pas convaincu. Il était ici, président de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il n'a pas convaincu. Quelle est maintenant la philosophie de Tshisekedi? Pour séduire, il doit être actionnaire chez France 24. Il doit laisser la cartographie de nos minéraux à Emmanuel Macron.
Ça, ce n'est pas la Donc, diplomatie. bref, il n'y a rien à espérer, Il n'y a rien à attendre de la riposte annoncée par le gouvernement, mais aussi des contacts diplomatiques du chef de l'État. J'ouvre une simple parenthèse. Mazembe vient de payer les prix ici. En refusant de porter Rwanda. Rwanda, non. Et visite Rwanda plutôt. Rwanda. Mazembe devait gagner 1 million de dollars pour avoir atteint la demi-finale. Mazembe a vu sa cagnotte être réduite à 550 000 dollars. Et dans les 550 000 dollars, on a encore fonctionné. Laisse-moi d'abord, là je vais arriver. On a retranché à Mazembe 450 000 dollars, une équipe d'un pays de tiers-monde, une équipe d'un pays pauvre, vous retirez dans leur cagnotte 450 000. Mais tu sais qu'il va chercher le Paris Saint-Germain. Alors que le Paris Saint-Germain porte quoi comme logo? Voilà la contradiction. Mazembe paye le prix. Au nom du patriotisme, au nom de la République, mais le président de la République va chercher le partenaire privilégié du Rwanda et les amener ici, jouer ici. Il n'y a aucune différence. Amener le Paris Saint-Germain ici avec leur logo Visite Rwanda et d'amener Kagame, il n'y a aucune différence. La demande a été rejetée. Alors, entre Mazembe, entre Katumbi, qui a refusé que son club porte ce logo de Visite Rwanda, et Tshisekedi qui a la recherche perpétuelle du Rwanda, qui est vraiment à la recherche perpétuelle de l'amitié. Il veut montrer à Kagame que moi je continue à être fidèle. Qui est patriote, qui ne l'est pas. Merci beaucoup. Qui est étranger, qui ne l'est pas. Merci. Mais vous avez dit que même dans les 500 000 dollars, 550 000 dollars de Mazembe, on a encore ponctionné quelque chose. 250 000. Oui. C'était pourquoi? C'est à cause, c'est la faute et c'est à l'État congolais. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on avait empêché le matériel de la CAF, l'entrée des matériels de la CAF Au niveau de la douane. au niveau de la douane, ils ne savaient pas que c'était une erreur ou forfait contre Mazembe. Donc, en fait, Mazembe a payé les prix, des erreurs du régime Tshisekedi, deux de son amour pour le Congo. Bon, c'est la tête de Katumbi qui pose problème. Mais si c'est la tête de Katumbi, lui Katumbi, sa tête pose problème. Il refuse quand même que son club porte ses logos Visite Rwanda pour ne pas donner crédit à un pays entre guillemets agresseur. Très bien. Mais le président est allé chercher le club partenaire à Kagame. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de ces dossiers qui continuent de défrayer la chronique. Lampadaire et forage pour lesquels Nicolas Kazadi, François Roubota, le Malien Samba Bachili sont accusés et même interdits de quitter le territoire. Vous l'avez appris depuis la semaine dernière que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a saisi le Conseil d'État pour attaquer la décision prise par le procureur général près la Cour de cassation. Alors moi, la question que je me pose toujours, pourquoi cette fixation sur la personne de Nicolas Kazadi, alors qu'il y a plus ou moins 3 ou 4 personnes qui sont sur les bancs des accusés? C'est Nicolas Kazadi qui veut se victimiser. Il n'y a pas fixation. Mais lorsqu'on cite Samba Bacheli, c'est Nicolas Kazadi. Lorsqu'on cite Mike Kasenga, c'est Nicolas Kazadi. Mais on parle moins de tous ces gens. Lorsqu'on cite François Roubota, c'est Nicolas Kazadi. Kiminkou, l'ancien ministre du développement régal, lorsqu'il est cité, c'est Nicolas Kazadi. Lui, il se sent victime. Il veut se victimiser. Pendant que, pourquoi plus on cite le nom de Nicolas Kazadi? Parce que lui, il a avoué qu'un poteau lampadaire complet, kit complet, coûterait 1500 $. Lui-même à faire des travaux de lampadaire. Il a décaissé sur base du projet qu'il avait reçu. Mais justement, pas sur base de sa propre volonté. Il a dit, après plusieurs pressions de Samba Bacheli et le gouverneur de la ville, vous trouvez ça sérieux? Le ministre vous dit qu'un poteau lampadaire de meilleure qualité, c'est à 1500 $. Vous mettez pression sur un ministre. Raison pour laquelle le ministre doit céder et accéder à votre pression et accéder à votre demande, il va vous donner 5 000. Pendant que lui-même sait que le prix, si c'est trop, c'est 1500 $. Mais le projet ne vient pas de lui. On parle de la surfacturation. Je suis d'accord. Pourquoi maintenant on intègre le ministre du Développement Régal?
Parce que le projet vient de lui. Et c'est là, malgré la surfacturation, ces lampadaires et fourrages n'ont jamais été livrés à l'État. Mais pourquoi vous vous attaquez moins à celui qui a conçu le projet, à celui qui a planifié la surfacturation? Est-ce que Nicolas... Mais vous braquez vos armes sur celui qui n'a fait que défalquer l'argent. Non, c'est lui qui a facilité les détournements. Comment ça? Papa, il y a surfacturation, le ministre des Finances l'a accepté. Il a accepté. Mais qui a surfacturé alors? Mais lui, non, on t'amène un projet, on te demande, Hervé sort 10 000 dollars pour 100 sacs de ciment. Tu dis à ces gens-là, un sac c'est à 10 dollars, 100 sacs c'est 1000 dollars. Donc moi je vous donne pas 100 000 dollars. Malgré la réalité, et que tu maîtrises, vous maîtrisez mieux, vous parvenez quand même à donner 5 000 dollars, 100 000 dollars pour 100 sacs de ciment. Non seulement ça, mais on reproche aussi à Nicolas Kazadi la procédure. La procédure décaissement en urgence. Maintenant, où est l'urgence? Où sont ces lampadaires et fourrages? Regarde ce que dit la loi. Ça, c'est une question, aidez-moi à envoyer aux communicateurs. Mais qui devait faire le suivi de l'exécution de ces projets? Est-ce toujours le ministre des Finances? Le ministre des Finances et celui du développement rural. L'électricité, là nous fonctionnons avec l'énergie électrique. Marley, vous, on était en train de parler du dossier lampadaire et forage. Vous accablez le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Vous dénoncez aussi la surfacturation dans ces projets. Mais la question que je me pose aussi, quand le projet a été conçu, quand la surfacturation a été planifiée, où s'est trouvé les inspecteurs de l'IGF? Mais j'ai déjà eu à répondre sur cette question dans plusieurs médias. Vous vous souviendrez que Nicolas Kazadi avait chassé, nous sommes au mois de mars 2023, Nicolas Kazadi avait chassé les inspecteurs des finances en disant qu'ils n'ont pas de niveau pour enquêter sur vous. Il les avait chassés devant nous tous. Donc, dans cette question, il ne faut pas... Dans cette affaire, il ne faut pas poser cette question. Parce que c'était devant nous, où, quand le ministre Nicolas Kazadi avait chassé les inspecteurs des finances. Mais Nicolas Kazadi a chassé ces inspecteurs pendant la conception du projet ou après la conception du projet? Non, le projet a été conçu pendant le gouvernement Ilukamba. Alors, Nicolas n'était pas encore au gouvernement. Alors, pendant ces temps, que faisaient les inspecteurs de l'IGF? Pourquoi ils n'ont pas constaté la surfacturation dans la conception du projet, bien avant d'entrer dans la phase de l'exécution? L'IGF ne contrôle pas des projets. L'IGF contrôle les finances publiques pour éviter les détournements. Quand le projet, lorsque le gouvernement, dans le conseil des ministres, avait demandé au ministre Sélé Alagoul de commencer à financer ce projet, Sélé Alagoul avait sollicité le montage financier. Chose qui n'a pas été faite, c'était le 22 avril 2021, pardon, 6 jours avant que Nicolas Kazadi entre en fonction. Mais lorsque Nicolas Kazadi est entré, est-ce qu'il y a eu montage financier? Est-ce qu'il y a eu engagement budgétaire? Non. C'est ce que nous reprochons à Nicolas Kazadi. Quand l'IGF a senti le coup, il va envoyer maintenant les inspecteurs que Nicolas Kazadi va traiter de 100 niveaux. Pourquoi Nicolas Kazadi s'était comporté à un couloir en face aux inspecteurs des finances? Parce que savait que si les inspecteurs des finances entraient en danse dans ces dossiers, il allait être attrapé depuis longtemps. Quel était le comportement adopté? Chasser, humilier les inspecteurs des finances. Dire qu'ils sont sans niveau, c'est dire qu'Alingeti n'a pas de niveau. C'est ça la vraie réalité. Il y avait une forme de bras de fer, mais nous ne réclamons pas leur bras de fer. Nous réclamons ce qui nous relève des droits, c'est-à-dire notre argent. Soit lampadaire, fourrage, soit on retourne l'argent de l'État.
l'argent des Congolais, du contribuable. Très bien. Pour d'autres projets sociaux pouvant permettre au Congo de faire un pas en avant. On peut reconstruire les camps des réfugiés. Le pays vient d'être attaqué. On peut renforcer nos capacités militaires avec cet argent. C'est tout ce que nous réclamons. Mais aussi, aujourd'hui, la vérité est là. Nicolas Kazadi vient de débourser son propre argent et donner à Samba Bacheli pour que Samba Bacheli puisse dédouaner les lampadaires. Ah bon? Les lampadaires étaient bloqués au niveau du port, parce que voilà maintenant là où l'IGF avait refusé l'exonération, parce que dans le projet, vous avez même suivi Samba Bacheli sur le Congo, il dit quand il demandait 5 000 $ par photo lampadaire, taxes de douane compris. Donc l'IGF avait raison, Gilles Alinguet, il a refusé l'exonération parce que vous l'avez taxé dans votre demande, dans votre budget. Dans le budget, vous ne le demandez pas, Samba Bacheli. Donc la douane y compris. Alors comment maintenant la douane était compris dans le budget et venir après pour solliciter l'exonération? C'est de l'escroquerie. Est-ce que Gilles Alinguet était encore tort? Aujourd'hui, ils ont compris que ils ne vont pas s'en sortir. Nicolas Kazadi va prendre son argent. Alors il faut aussi savoir d'où vient cet argent. Quelqu'un est venu ici sans boutique, sans les câbles. Il a maintenant la capacité de décaisser des millions de dollars, donner à son ami Samba Bacheli, les Maliens, afin d'aller dédouaner les lampadaires pour montrer aux Congolais que quand même l'État. Non, monsieur. Ici, ce n'est pas question de lampadaires, c'est bon. Il y a question de surfacturation. Très bien. Entre-temps, imaginez-vous, ça je vais poser des questions aux communicateurs de Nicolas Kazadi après. Parce que vous allez constater que seul ministre cité et agité, c'est lui. Aujourd'hui, Mike Asenga réclame 360 millions de dollars à l'État congolais. Pour avoir fait quoi? Et en complicité toujours avec Nicolas Kazadi. Pour lui, le projet pour construire des forages s'était évalué à 360 millions de dollars. Et jusque-là, il n'a reçu que 71 millions. Et il s'organise. Lui, Amadou Djabi. Donc sur les 360 millions, ils n'ont reçu que 71 millions. Ok. Or déjà, 71 millions, c'est une surfacturation. De même Amadou, comment ils s'appellent? Djabi. Mais ils ont tenté de se soustraire, tous non? Samba Bacheli, Nicolas Kazadi, Amadou Djabi et Mike Asenga. Bon, on a un concert à Wengete. J'avoue que nous avons un concert à Wengete, on a été pour moi en 2022. Avant le 30 juin. Très bien. Il semblerait que Amadou Djabi, parce que c'était Congolo-Guinéen, il a les mêmes problèmes chez lui en Guinée. Il a le même problème. Comme président de la fédération. Voilà. Il a le même problème, toujours dans les secteurs. Fédération guinéenne de foot. Il est maintenant ici, il rentre dans son seconde patrie ou nation. Il est cité encore. Donc, en fait, c'est quelqu'un de sale coup. Comment pouvez-vous expliquer que Nicolas Kazadi s'organise avec Mike Asenga, Amadou Djabi et autres pour saisir la justice internationale contre l'État congolais? Soi-disant que le projet forage s'était évalué à 360 millions. Donc, ils sont en train de justifier la non-livraison des forages Donc, pour eux, la non-livraison des forages est liée par manque de financement total. Merci beaucoup. Si vous prenez votre calculatrice, je demande à tout Congolais de prendre leur calculatrice. 360 millions de dollars divisé par 1000 forages. Donc vous allez voir que une station forage va avoisiner les 360 000 $. Merci. Et donc, non, je cite. Je vais citer. Nicolas Kazadi va encore
En justice, il a saisi le Conseil d'État contre l'État congolais. Non, mais il a trouvé injuste la décision prise par le PSG pour la Cour de cassation. Est-ce que c'est une décision? C'est le plus normal qu'il puisse saisir le Conseil d'État. Il a saisi le Conseil d'État. Ok, c'est son droit. Pourquoi il est agité? Qui vous a dit qu'il était? Il n'est pas le seul à être interdit de quitter le pays dans cette affaire. Il est le seul sur qui toutes les armes sont braquées. Non. Quand on interdit à François Robota, ce n'est pas grave. Mais c'est dans l'ordre hiérarchique, organisé à longueur de journée. Dans l'ordre hiérarchique du ministère, François Robota c'est un ministre d'État, Nicolas Kazadi c'est un ministre. Dans la préséance, François Robota est plus préséant de Nicolas Kazadi. Pourquoi Robota ne s'agite pas? Justement parce qu'il y a une campagne médiatique contre Nicolas Kazadi. Il n'y a pas une campagne contre Nicolas Kazadi. C'est lui qui fait campagne, c'est lui qui bat campagne. C'est lui qui veut se victimiser. Merci. Les autres sont tranquilles. On va terminer l'émission. Au Congolais de retenir, le peuple gagne toujours. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi, de sa propre poche, vient de financer le dédouanement des lampadaires au port de Matadi. Mais nous attendons le placement des lampadaires sur les 105 km. Merci beaucoup. Entre-temps, Samba Mike Asenga se trompe. Ce projet n'était pas de 360 millions de dollars. C'est comme ça qu'ils ont que Nicolas Kazadi, lorsqu'il était à la présidence, il a mené un projet pétrolier comme ça. Et ces gens-là, ils avaient saisi la justice internationale. L'État, on l'avait payé dommages et intérêts à 600 millions de dollars. Toujours Nicolas Kazadi. Toujours Nicolas Kazadi a fait véhicule ambassadeur. 18 millions de dollars donné à une entreprise qui appartiendrait à son frère. Et jusqu'à aujourd'hui, ces véhicules n'ont jamais été livrés. Toujours en procédure d'urgence. Maintenant, j'ai des questions à poser aux communicateurs On va terminer l'émission. De Nicolas Kazadi. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas de surfacturation. Premier élément de surfacturation. Lorsqu'une entreprise vous dit, pour vous poser un poteau lampadaire, vous devez me payer 5 000 $. Vous donnez 5 000 $, taxes compris, transport, main-d'œuvre, achat. Mais l'entreprise, plus tard, il vous dit, au lieu de 5 000 $, moi j'ai dépensé 6 666 $ par lampadaire. Question maintenant à tout celui qui défend ce groupe de prédateurs. Qui a ajouté le 1666 $? Parce que selon le ministre des Finances, lui l'a payé à 5 000 par pièce. Samba Bacheli, le patron de la société Soltra, qui exécute les travaux, il dit avoir acheté à 666 000 $ un lampadaire, ce qui fait un ajout de 1666. Alors qui a ajouté ces 1666? Est-ce que le chiffre avancé par le ministre était vraiment vrai? Deuxième question. Comment un entrepreneur arriver au Congo pour créer son entreprise? Une bonne chose, une création d'emplois, diminution des taux de chômage. Bravo. Mais comment, à ce niveau de responsabilité, on peut confondre les tout-taxes et la TVA? On a terminé. Parce que Samba Bacheli a dit sur Top Congo, moi je pensais que les tout-taxes c'était la TVA. Mais non. Je pose la dernière question. Chapitre 4 de la loi sur la passation des marchés publics. Article 44. Les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives au marché par appel d'offres. Donc au marché de gré à gré. Ça c'est l'article 44. Ils comprennent
le marché relatif à la défense nationale, Très bien. à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Chuté. Article 25-45, les marchés spéciaux ne concernent que l'acquisition des équipements ou fournitures, les prestations de toute nature strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Merci À beaucoup. tous les communicateurs de Nicolas Kazadi, à tous celui qui pense qu'il a le droit de défendre la prédation, Merci. de nous dire est-ce qu'un lampadaire, véhicule ambassadeur, station forage sont des questions de défense, sécurité ou ce sont des questions d'intérêt stratégique de l'État. Très bien. On a terminé l'émission, mais très rapidement, qu'en est-il du dossier Mike Mkebaï? Le dossier est renvoyé pour le 10 mai pour des raisons de santé et il y a eu aussi des exceptions soulevées par la défense, entre autres la manière dont Mike a été pris. C'était vraiment d'une manière cavalière, enlever un député provincial, parce qu'à l'époque il était encore député, cagoulé, braquer son enfant. Ça, il y a de quoi soulever des exceptions. Merci. Mais comme on parle de Kinshasa par l'entremise de Mkibaï, j'ai eu des appels disant que les gens du pouvoir, ceux qui ont eu à gérer la ville de Kinshasa, disant que la ville n'a même pas 50 000 motos. Moi, j'avais fait le calcul, la ville a 1 600 000 motos. Une moto paye 500 fois ce qui fait par jour une recette de 800 millions de francs congolais jour, rien que par ces 500 francs, équivalent à 2 962 Merci. On va chercher le ministre sortant des Transports donc, de étudier la question. Parce que l'équipe de, je l'appelle papa, l'ancien ministre des Transports, Mbokoso, C'est celui qui venait d'être président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Voilà. Ok. Donc, ce papa gérait 2 962 On va le chercher. $962 jour. Pour élucider la question. Alors, lorsqu'ils disent, ils prennent le courage de m'appeler, et lorsqu'ils disent que la ville n'a même pas 50 000 motos, dans la vie, cette ville, quand vous regardez... Merci beaucoup. Il y a que 10 000, Merci beaucoup. il y a que 15 000. Merci beaucoup. Puisque vous parlez des transports, j'en profite aussi pour embrayer sur la question. Il s'observe pratiquement une pénurie de carburant depuis le week-end. Les stations-service sont inondées. Il est difficile de s'approvisionner en carburant. Le transport est devenu extrêmement difficile. C'est depuis le 17 Et les prix du carburant a même augmenté. C'est depuis le 17 avril que CEP Congo et d'autres entreprises producteurs, sociétés productrices de pétrole, ont saisi l'État congolais. J'ai la lettre ici. Donc c'est l'État qui n'est pas vivant. C'est l'absence de l'État. C'est terrible. Hein? On vous saisit depuis le mois du 17 avril. Vous ne prenez pas pour précaution. Vous ne prenez pas de dispositions. On vous parle des taxes, d'argent, des dettes de l'État. Par exemple, l'État a 10 millions de dollars de dettes chez Kobil. Kobil est d'ailleurs en voie de disparition. Quand vous y allez, on ne peut pas vous vendre les carburants à plus de 10 litres. À plus de 10 litres. C'est terrible. Mais là, ça va quitter Kobil. Cela va se sentir, ça va s'attraper. Merci beaucoup. Dans plusieurs stations-service. Merci beaucoup, Marley. Et donc, il y aura aussi des incidents. Il y aura un incident sur le marché. Le produit de première nécessité va prendre de l'ascenseur. Mais les carburants. Ok. Le prix va bouger. Exactement. Un commerçant qui paye cher le transport ne va pas aussi vous faire cadeau. Donc attendez-vous que demain il n'y aura pas le enfants, il va attendons que le gouvernement soit mis en place. Peut-être que les choses vont bouger. Très
Très bien. C'en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'avais reçu pour vous Marley Vouvou, avec qui nous avons décortiqué les grandes questions d'actualité. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir et la même motivation. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Donc, 70 millions,